séance, toujours dans le cadre du cours Régime constitutionnel comparé. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre et un nouveau régime, celui qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Et on a pris comme exemple le régime de la République française. Très bien. Alors, qu'est-ce que le régime semi-présidentiel et quelles sont ses caractéristiques? Le régime présidentiel a une double originalité. Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres régimes? Deux grandes originalités, deux grandes caractéristiques. D'abord, dans le régime semi-présidentiel, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est la première chambre du Parlement, ce qu'on appelle la chambre basse, l'équivalent de la Chambre des représentants ici au Maroc. Donc chez eux, on l'appelle l'Assemblée nationale. Bien évidemment, à ne pas confondre avec l'Assemblée générale, qui est un organe principal de l'ONU, avec le Conseil de sécurité, avec la Cour internationale de justice, etc. Donc, le président de la République peut dissoudre la première chambre, l'Assemblée nationale, mais bien évidemment, il n'a pas le droit de dissoudre le Sénat. Donc, ça ne veut pas dire qu'il peut dissoudre tout le Parlement. Il peut dissoudre la première chambre, mais pas la seconde. Chose qui est impossible dans le régime présidentiel. On le verra dans le cadre du régime présidentiel américain. Le président américain n'a pas le droit de dissoudre le Congrès américain. Ni la première, ni la seconde, ni quoi que ce soit. Deuxième originalité, c'est que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement, peut mettre fin aux fonctions du gouvernement à travers la motion de censure, ce qui rend le gouvernement, bien évidemment, responsable devant l'Assemblée nationale, comme dans le cadre du régime parlementaire. Donc, on a un certain amalgame, un certain mélange entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Mais la spécificité du régime français, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on l'appelle semi-présidentiel, c'est qu'il y a plus de caractéristiques du régime présidentiel que celles du régime parlementaire. On verra ça dans les diapos qui vont suivre. Alors, les caractéristiques de la Ve République. Qu'est-ce que la Ve République? C'est la République actuelle. Par exemple, chez nous, on a la dernière révision constitutionnelle, elle date de 2011, mais on a gardé pratiquement le même régime, sauf qu'on a rajouté monarchie constitutionnelle démocratique parlementaire, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. En France, on avait la 4e République avant la 5e, on avait la 3e République, etc. Par exemple, dans la 4e République, on avait un régime parlementaire. Avec l'arrivée du général de Gaulle, qui était un ancien résistant contre l'occupation allemande, etc., le général de Gaulle avait créé une nouvelle constitution et une nouvelle république, celle qu'on appelle actuellement la 5e République, avec sa constitution qui date de 1958. 1958, donc c'est en 1958 qu'a commencé la 5e République avec le général de Gaulle. Quels sont les points marquants de cette 5e République? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président représente ce qu'on appelle la clé de voûte du système, des institutions. Autrement dit, c'est le personnage politique le plus important dans cette architecture politique et constitutionnelle. Donc, contrairement à ce qu'on a vu, par exemple, dans le régime parlementaire où la reine, le monarque en général, qu'il soit reine ou roi, règne mais sans gouverner, ici, le président, le chef de l'État, a de véritables pouvoirs et c'est pratiquement le personnage le plus important du système. On a à côté du président de la République un premier ministre qui n'a pas de grandes attributions et dont le rôle est beaucoup moins important que celui du président. Vous
vous rappelez, dans le cadre du régime parlementaire, le Premier ministre est pratiquement le véritable chef de l'État. Là, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un régime parlementaire. Le véritable chef de l'État, c'est le président. Et on a bien évidemment un Parlement bicaméral constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Très bien. Un régime mixte, je viens de l'expliquer, c'est juste pour mettre l'accent sur ce point-là. On a deux caractéristiques, le caractère parlementaire qu'on trouve dans ce régime et le caractère présidentiel. Le caractère parlementaire, vous allez trouver un gouvernement dirigé par un Premier ministre, comme dans le cadre du régime parlementaire britannique, et responsable devant l'Assemblée nationale. En contrepartie, celle-ci, l'Assemblée nationale, peut être dissoute. Mais là, la dissolution n'est pas faite par le Premier ministre, mais par le président de la République. Vous vous rappelez, dans le régime parlementaire, la déclaration de la dissolution est faite par la reine, mais qui l'effectue effectivement, c'est le Premier ministre. Ici, non. Le Premier ministre français n'a pas le droit de déclarer et de proclamer la dissolution de la première chambre, mais c'est plutôt le président. Mais dans la philosophie, ça reste comme un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable devant la première chambre qui peut mettre fin à ses fonctions à travers la motion de censure, etc. Et en parallèle, le gouvernement a à sa tête le président. Le président peut mettre fin aux fonctions de la première chambre. Le caractère présidentiel, il paraît dans plusieurs points. Non pas il paraît dans plusieurs points. Un, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, comme dans un régime présidentiel, même si le président américain n'est pas élu au suffrage universel direct, mais généralement dans le régime présidentiel, le président est élu au suffrage universel direct. Deux, le président, c'est celui, le maître de la politique étrangère de l'État. Dans le régime parlementaire, ce n'est pas le monarque, mais c'est le Premier ministre. Et ça, ici, ce n'est pas le Premier ministre, mais c'est le président de la République. Une prédominance du président dans la conduite de la politique du pays, hors période de cohabitation. Donc, on a un président et on a un Premier ministre. Généralement, on dit que le président, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui concerne la politique étrangère en France, alors que le Premier ministre s'occupe de tout ce qui est politique interne. Mais dans la réalité, réellement, c'est le président qui s'occupe aussi bien de la politique étrangère que des affaires internes. Quand est-ce que le problème se posait? Le problème se posait lorsque, en France, on assistait à ce qu'on appelait la cohabitation. Ça veut dire quoi la cohabitation? C'est-à-dire que vous allez trouver un président qui appartient à un parti politique A, qui a été élu au suffrage universel direct, et par la suite, vous allez trouver un Premier ministre issu du Parlement, de la majorité parlementaire, mais qui appartient à un parti politique B. Ils ne sont pas du même parti politique. Le président du parti politique A et l'autre, le Premier ministre du parti politique B. Là, ils devaient cohabiter. Ils devaient cohabiter. C'est chaud. Là, à ce moment-là, le président de la République s'occupait de tout ce qui était politique étrangère et le Premier ministre tenait à ses attributions, à ses pouvoirs. Il disait au président, toi, tu t'occupes de la politique étrangère, mais mon rôle constitutionnel est de m'occuper des affaires internes. Ça, c'était pendant ce qu'on appelait le septennat. Qu'est-ce que le septennat? Lorsque le président de la République était élu pour 7 ans. Supposons qu'il a commencé, par exemple, en 2000, en l'an 2000. Le président va finir son mandat en 2007, septennat, 7 ans.
Par contre, le Parlement, il commence en 2000, mais son mandat se termine après 5 ans. Après 5 ans. Il reste 2 ans pour le président, parce que lui, il a le septennat, 7 ans. Pendant que le Parlement refait les élections en 2005, peut-être que la majorité parlementaire ne sera pas du même parti politique que le président. Le président est d'un parti politique A, il a été élu en 2000. En 2005, le Parlement a terminé son mandat de 5 ans, on refait les élections et on va se trouver avec une majorité qui appartient à un parti politique B. Donc, il n'est pas du même parti politique, la même couleur politique du président. Là, le président se trouvait avec un premier ministre et une majorité qui n'est pas du même parti politique du président. Et c'est là où il fallait cohabiter. Je vous donne un exemple. L'exemple le plus récent était celui de Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Jacques Chirac était président de la droite. Jospin, une fois qu'on avait fait les élections, après 5 ans, c'était un premier ministre issu de la majorité de gauche. Et là, il fallait que Jacques Chirac, qui appartenait à un parti politique de droite, puisse cohabiter. Il est obligé de cohabiter avec un ministre de gauche. Il a même dans les sommets internationaux, les rencontres internationales, il y a un conflit entre le chef d'État et le premier ministre pour avoir le premier ministre. Donc, ça arrive parce que de représentant ça crée beaucoup de problèmes. Quand est-ce qu'on a fini avec ce problème? Lorsque Jacques Chirac avait décidé de raccourcir le mandat présidentiel à 5 ans. Donc, supposons qu'on commence en 2020, le président est élu en 2020, l'Assemblée nationale va commencer son mandat, sa législature en 2020. Les deux vont terminer en 2025. Donc, il n'y avait pas d'élection pendant le mandat du président. Donc, et généralement, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de surprise. Lorsque le peuple français vote pour un président de droite, en général, il vote pour une majorité parlementaire de droite. Et s'il vote pour un président de gauche, il vote pour une majorité parlementaire de gauche, parce que c'est cette majorité qui va l'aider à appliquer ses promesses électorales. Donc, depuis qu'on a changé le septennat vers le quinquennat ou le quinquennat, ou un mandat de 5 ans, on ne tombe plus dans le problème de la cohabitation. Donc, voilà, je l'ai mis dans le dernier point, la réduction à 5 ans de la durée du mandat du président de la République et le fait que son élection précède désormais celle des députés ont renforcé le poids du chef de l'État. Voilà. Donc, actuellement, on passe les élections présidentielles, le peuple va élire le président. Quelques jours plus tard, le peuple français commence les élections législatives. Donc, généralement, le président, s'il est élu de gauche, il se trouve devant une majorité de gauche. S'il est élu de droite, le peuple, généralement, lui donne une majorité de droite. Et lorsque le président trouve une majorité du même parti politique à qui il appartient, il devient pratiquement un monarque. Parce que c'est lui qui va, à ce moment-là, choisir le Premier ministre, parce qu'il est du même parti politique que lui. La majorité parlementaire appartient au même parti politique du président. Donc le président va choisir le Premier ministre, va choisir ses ministres, donc il devient pratiquement maître de la scène politique française.
C'est ce qu'on a depuis, depuis Mitterrand, par la suite Sarkozy, Hollande et actuellement avec Macron. Donc, ils ont toujours eu une majorité parlementaire. Deuxième caractéristique, la France est un État unitaire décentralisé. État unitaire par opposition à l'État fédéral. Donc, la France est un État unitaire, mais décentralisé. Ça ne veut pas dire qu'il est unitaire que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains des ministères qui se trouvent dans la capitale. Non. La France est un État unitaire, donc il n'est pas fédéral. Vous connaissez le régime fédéral, dans lequel il y a des États fédérés, et chaque État fédéré a pratiquement une autonomie dans la gestion, chaque État fédéré peut avoir un petit parlement, un petit gouvernement, et même ses propres taxes, ses propres... bref, vous avez déjà vu ça dans le cadre du régime de l'État fédéral. La France, contrairement par exemple à l'Allemagne ou bien à la Suisse, etc., ou bien à la Belgique, c'est un État unitaire, mais décentralisé. Deux, les composantes du territoire français, c'est-à-dire les départements, les communes, les régions, les départements et les communes, n'ont pas de pouvoir politique, comme dans le cadre de l'État fédéral, sauf pour les compétences qui lui ont été attribuées par la loi. L'autonomie de gestion, de leur budget, etc. Pratiquement comme ce qui se passe ici au Maroc. Sauf qu'en France, on a une décentralisation, bien évidemment, beaucoup plus développée que celle qu'on a ici au Maroc. Donc, et pas comme les États fédéraux, comme je viens de le mentionner, comme en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, ou encore les entités décentralisées qui ont des régions quasi autonomes, comme dans le cadre de l'Espagne, avec les Catalans, qui ont des régions décentralisées autonomes, ou encore en Belgique, avec les régions wallonnes et flamandes. Alors, c'est comme, entre parenthèses, c'est comme si vous dites les berbères des Belges, etc. Ils ont une autonomie. Les Wallons et les Flamands, par exemple, si vous partez en Belgique, ils vont parler leur propre langage. Même s'ils parlent français, ils ne vont pas vous parler français, ils vont parler leur propre langage, qui est le flamand ou bien le wallon. Section 2, les structures politiques. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que nous allons voir dans le cadre de cet enregistrement, c'est surtout le pouvoir exécutif. Et bien évidemment, le pouvoir exécutif avec ses deux têtes, le président de la République, qui est, comme je vous l'ai dit, la clé de voûte du régime politique français, et bien évidemment, le gouvernement français. Le pouvoir exécutif, soldatifilia. Donc, d'abord, le président. Ici, je vous ai mis les statistiques des dernières élections qu'a connues la France en 2017 et qui ont donné comme vainqueur au premier tour, parce que les élections sont organisées en deux tours. Le premier tour, vous allez trouver plusieurs candidats, comme on peut se présenter lorsqu'on a la validation de 400 signatures par les maires, etc. Donc, on avait M. Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, etc., etc. Le premier tour, vous avez plusieurs candidats. Et bien évidemment, qui seront classés par rapport au nombre, au pourcentage de votes. Ceux qui vont passer au deuxième tour, ce sont les candidats qui ont été classés, premier et deuxième. En l'occurrence ici, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et bien évidemment, lors du second tour, celui qui avait gagné les élections présidentielles, c'était Emmanuel Macron. Donc, avant la Constitution de 1958, comme je vous les ai dit, la Ve République, le président était élu par le Parlement. Je vous l'ai dit, dans le cadre de la Quatrième République, on avait un régime parlementaire, comme dans un régime parlementaire classique, mais avec De Gaulle, lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a dit non. Moi, n'oubliez pas que c'était un général de l'armée.
Donc, il voulait plus, il était habitué à donner des ordres, etc. Donc, il ne voulait pas avoir une légitimité juste du Parlement, juste des députés, une légitimité indirecte. Il a dit non, moi je veux que mon élection soit effectuée par un collège, un rassemblement de ce qu'on appelait à l'époque les grands électeurs, à peu près 80 000 personnes qui représentaient les parlementaires, les conseillers généraux, les représentants des conseils municipaux, etc., au suffrage universel indirect. Donc, il n'était pas élu juste par les parlementaires, mais aussi par les conseillers généraux, les représentants des conseils municipaux, etc. En 1965, on va assister à un grand revirement. Pourquoi? Parce que De Gaulle il a réussi un pari d'être élu pour la première fois au suffrage universel direct, c'est-à-dire il n'est plus élu par un collège d'électeurs constitué de représentants parlementaires, conseillers généraux, etc., etc., mais par la population directement, ce qui lui a donné bien évidemment plus de légitimité. Et depuis le 2 octobre 2000, le président de la République est élu pour 5 ans, quinquennat, au suffrage universel direct, au lieu de 7 ans, le septennat. Bien évidemment, dans des élections en 2 tours, je vous ai expliqué les 2 tours, et bien évidemment, celui qui gagne, celui qui a 50% plus 1, majorité simple. Voilà. Là, ce sont les résultats de l'élection présidentielle 2007. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec des pourcentages. Là, vous trouverez les photos des candidats. Là, c'est l'actuel président, Emmanuel Macron. Le premier tour, le second tour, c'est Emmanuel Macron qui avait gagné les élections. En deuxième place, on avait Marine Le Pen. Troisième place, François Fillon, Mélenchon, etc. Les attributions. Quelles sont les attributions du président de la République? Je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement au régime parlementaire où le chef de l'État est le Premier ministre, ici, le véritable chef de l'État, surtout après l'abolition, en quelque sorte, du septennat et la mise en œuvre du quinquennat, donc, le véritable chef de l'État, c'est le président. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme le Premier ministre. Auparavant, il n'avait pas le droit de le nommer, mais il ne faisait que valider le choix du peuple, la majorité parlementaire. Maintenant, c'est lui qui nomme le Premier ministre et il peut mettre fin à ses fonctions. Donc, si il a un Premier ministre avec lequel il n'est pas d'accord, il peut le remercier, le remplacer par un autre. D'ailleurs, Macron l'a déjà fait. Il a le droit de soumettre ses projets au peuple directement sans passer par le Parlement, à travers le référendum. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale après consultation et non pas après validation ou bien après concertation. Consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres. C'est-à-dire le président, s'il a envie de dissoudre la première chambre, il va juste demander, se concerter avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il peut saisir le Conseil constitutionnel, l'équivalent de la Cour constitutionnelle chez nous. Il peut saisir le Conseil constitutionnel du droit ou d'un traité et nomme un tiers de ses membres. Qui nomme le tiers des membres du Conseil constitutionnel, c'est le président de la République. Et bien évidemment, il est le chef des armées. Il a tout à fait le droit de déclarer la guerre et d'engager les forces armées sans passer par le Parlement. Donc, ça vous montre à quel point le président a énormément de pouvoir dans le cadre du régime semi-présidentiel. Et bien évidemment, c'est lui le chef de la politique étrangère, de la diplomatie, etc. C'est lui qui parle au nom de l'État français. Le gouvernement, on l'a vu, le gouvernement, c'est quoi? C'est le Premier ministre, plus ses ministres, plus ses secrétaires d'État, etc.
Donc, le Premier ministre et, sur sa proposition, le gouvernement sont nommés par le président de la République, mais ils doivent avoir la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait normal. Un ministre ne peut pas être député, contrairement au régime britannique. Donc là, si tu veux devenir ministre et tu es député, tu dois laisser tomber ton poste de député. Présidé par le Premier ministre qui forme le gouvernement, donc le gouvernement est présidé par le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui choisit soi-disant les membres, etc., mais bien évidemment avec l'accord sine qua non du président. Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire celui de prendre les mesures générales qui ne relèvent pas de la compétence de la loi. Donc, pour tout ce qui est compétence du Parlement, on a des textes qui vous disent voilà les compétences du Parlement, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ce qui ne relève pas de la compétence du Parlement relève en général de la compétence du Premier ministre. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, voici la liste des premiers ministres qu'a connue la France depuis 1958. Le premier, c'était Michel Debré, dans le cadre, par la suite, Georges Pompidou, Jacques Chirac, Raymond Barre, etc., etc. Le dernier, c'est Jean Castex, qui est actuellement Premier ministre de la République française. Voilà, c'était tout pour cette séance que j'ai consacrée à l'étude de la première partie du régime semi-présidentiel français et qui nous a permis de voir et de vous expliquer les caractéristiques de ce régime et bien évidemment de vous expliquer les caractéristiques de certaines institutions. En l'occurrence, on a pris l'institution du président de la République plus le Premier ministre et le gouvernement. J'espère que c'était clair, tout était clair. Je vous remercie et à bientôt.